Bon, j'avais lu un peu du coup la suite. J'ai compris un léger, pas complètement, mais bon voilà. Donc nous on est arrivé ici, on avait passé le stéréo. Déjà un autre problème que j'ai vu aussi, c'est qu'ici ils parlent de reordering. Ok. Ils mettent le point à 2, 4, 3, 4, 8. Donc après donc le requantisation. Donc moi je me suis dit ben, on va faire le reordering, la requantisation, puis le reordering, puis le stéréoprocessing. Mais là ils disent que c'est après la requantisation qu'on fait le stéréoprocessing. Et j'ai cru voir dans un autre document qu'ils faisaient l'inverse. Ils faisaient d'abord le stéréoprocessing, puis le reordering. Pourtant ici dans le schéma ici, on a bien le requantis, le reorder et le stéréoprocessing. Et puis l'alias réduction qu'on va faire maintenant. Donc requantis, reorder, join stéréo, alias réduction. Mais j'ai vu dans certains documents que c'était l'inverse ici entre reorder et join stéréo. Bon, c'est le document officiel, donc j'imagine que... Enfin, je pense que c'est le document officiel, donc je pense que c'est bon, quoi. Donc voilà, on va regarder maintenant le alias réduction. Donc en fait, c'est quoi après? Le synthesis filter bank, c'est un gros point, on va dire, où il y a plusieurs choses dedans. Il y a le alias réduction, il y a le IMDCT matrix, et après je pense qu'il y a encore autre chose, le windowing on voit ici, l'overlapping, le compensation, for fréquency inversion, voilà. Et après je pense que c'est tout. Donc alias réduction, synthesis IMDCT overlap, avec celui-là que je sais pas encore c'est quoi exactement, mais bon. Et alors, donc, l'alias réduction, c'est quoi? C'est notre premier point qu'on doit faire dans le synthesis filter bank. C'est pour les longs blocs type granule. Donc bloc type est différent de 2. Pareil, là encore. Bloc type différent de 2. Ok. Parce que le bloc type égale 2, c'est les shorts. Mais bloc type short avec le mixed block flag, les deux premières... les premières frequency line, est-ce qu'on doit pas faire ça quand même? Vous voyez? Toujours le même souci. Parce que le bloc type égale 2 avec le mixed block flag, les premiers sous-bandes, les premières sous-bandes, les 8 premières sous-bandes comme on a vu, on doit... c'est du long bloc, quoi, donc logiquement on doit le faire aussi. Est-ce que le document là est complètement précis ou pas? Je sais pas. Moi si je me réfère au document là, si bloc type est égal à 2, je ne le fais pas, mais je vous dis, il y a quand même le problème du mixed block flag, je sais pas. Enfin, soit on verra ça, mais en tout cas, ce qu'il faut faire, donc, c'est... Bah, apparemment, c'est ça, quoi. Les index des arrêts XA et XR, label de frequency line in granule, ouais. Arranger de la plus basse fréquence à la plus haute fréquence, avec 0 étant la plus basse fréquence et 565 étant la plus haute, donc logiquement avec le reordering tout ça c'est bon. Les coefficients CS et CA, donc il y a CS ici, CA qui sont des coefficients multiplicateurs apparemment. Donc on a une sorte de XR ici moins un autre XR qui est multiplié, lui multiplié par CS, lui par CA, et lui c'est la même chose mais plus. Et les index sont un peu différents. C'est sûrement le tableau de sortie XR, et ça c'est les tableaux d'entrée XR. Les coefficients peuvent être trouvés à la table 9. Et la figure A5 et A6 montre la façon, le calcul de l'alias réduction. Et l'alias réduction n'est pas appliquée pour les granules avec le bloc type égal 2, short block. Encore une fois, est-ce que ça veut dire... Enfin, je me répète, mais... Est-ce que le mixed block flag ne joue pas là-dedans? On va aller voir, donc on avait été déjà voir la fois passée. Voilà, ici. Donc ça c'est le
le flux général, donc le bitstream, tout ça, machin, requantification, jaune stéréo. On arrive ici avec les deux canaux, et ici on a les IMDCD synthesis. Avant le polyphase qu'on va encore devoir faire après, mais on a les IMDCD synthesis. Pareil pour le right canal, mais bon là on va faire un seul canal. On va regarder. Et ça c'est quoi? On peut une vision plus profonde ici, plus détaillée ici. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a nos 576 frequency line, on a un alias réduction ici. On sort avec 18 frequency line qu'on passe à une IMDCT qui va nous produire 18 valeurs. Bon, ça après. Donc nous on a l'étape ici, l'alias réduction. Et l'alias réduction apparemment c'est ça. Donc on a nos frequency line ici, hein, on les voit. Divisé par des groupes de 18 frequency line, comme on peut voir ici. Et ces groupes de 18 frequency line, qu'est-ce qu'on fait? La 17e et la 18e, il y a des valeurs qui se mixent. Puis après la 16e et la 19e, et à chaque fois ainsi de suite. Et je sais pas combien de fois ça se produit. Ah, Nana 8, oui, Butterfly apparemment. Non, ça se produit 8 fois. Voilà, donc on fait des croix de plus en plus grosses en fait, pour remonter à chaque fois. Et à mon avis, ça c'est ce qui permet de, on va dire, comme ils disent, l'aliasing, c'est en gros, c'est... bon, aliasing, vous savez c'est quoi en informatique, en graphisme, c'est les effets d'escalier sur les lignes. Parce qu'on a des résolutions finies et quand on fait une ligne en diagonale, ben forcément on doit avancer de x pixels et on doit monter de y pixels par exemple, hein, pour faire une diagonale. Mais du coup, comme on a des résolutions qui sont finies, qui sont pas infinies, ben forcément ça fait des petits effets d'escalier ainsi. Plus la résolution est grosse et moins on le voit, mais ou sinon on le voit normalement, c'est toujours pour le voir en zoomant tout ça. Après, des techniques d'anti-aliasing en graphisme, c'est-à-dire en gros c'est faire du... Allez, si votre ligne elle est blanche, elle est noire sur un fond blanc, vous allez avoir ce qui s'approche de la ligne, ce sera grisé par exemple. On va pour calculer le pixel intermédiaire, un pixel intermédiaire qui prendra une valeur moyenne de couleur par rapport à la couleur de la ligne et la couleur du fond. Ainsi, ça fait une sorte de dégradé sur la ligne, ça permet de faire un anti-aliasing par exemple. Il y a plein d'autres techniques, hein. Mais ici, j'imagine que c'est le même pour le son. Ça veut dire qu'on a des lignes des frequency line qui sont peut-être abruptes entre elles, donc qu'il y a des différences entre elles. Donc ça pourrait faire une sorte d'aliasing sonore, on va dire. Et là, ça permet de mixer un peu les valeurs, de faire un petit mélange, un petit blending de valeurs pour atténuer cet effet. Je pense que c'est ça que ça fait. Et du coup, ici, on voit une étape... avec ils appellent ça un butterfly, je pense. Ça ressemble à un papillon, j'en sais rien, avec les croisements ici. Et donc, du coup, c'est quoi? Bah, c'est... en gros, ici, on voit qu'on a les CS, les CA, les CA, les CS. On a un plus, moins, on a un plus, plus. Donc, c'est la formule qu'on a vue, en gros. Donc là, ça n'a pas l'air trop compliqué de faire cette étape-là. Le seul problème, c'est qu'encore une fois de plus, ben voilà, on voit on voit, on a les 8 et les 8 butterfly. Là, c'est les sous-bandes qui sont divisées en 32 parce que... pourquoi elles sont divisées en 32? Et pour qu'on commence à 1. Logiquement, les sous-bandes... Je sais pas pourquoi c'est divisé en 32. Parce que les sous-bandes, normalement, c'était 21 en long bloc. Il y avait 21 sous-bandes. Groupe. Alors, ça on regardera après, mais bon, on a le pseudo-code ici, on peut le faire tel quel ici. Et donc, on a les 8 butterfly apparemment ici. Et on a les 18 pour la séparation de frequency line. 18 fois SB moins 1, donc 17 moins I. Donc on remonte, ça c'est les lignes qui remontent. Et là c'est 18 fois SB, donc 18 plus I. Donc là on descend, on fait notre calcul. Donc en gros ici par exemple, donc ce qu'on fait c'est qu'on récupère donc la ligne 17 au début et la ligne 18. Hein. Vous voyez cette partie-là.
parce qu'on fait... on a SB au début qui vaut 1, donc ça fait 18. C'est pour ça que ça vaut 1 au début. On fait 18 moins 1, donc 17. Moins I, là au début on est à 0, parce qu'on est au premier butterfly, on est à 0. Donc on est à 17 ici, et là, 18. Pardon, ouais, donc la ligne 17 est égale à la ligne 17 fois le coefficient CS. Moins. Et là on a 18 plus I qui vaut 0, donc 18, la ligne 18. Donc on a la ligne 17 et la ligne 18. Moins la ligne, donc la ligne 17 moins la ligne 18 avec les coefficients appliqués. Et la ligne 18, c'est la ligne 18 fois le coefficient CS plus la ligne 17 fois le coefficient CA. Donc voilà. Et puis quand on passe au butterfly 1, on remonte d'une ligne et on redescend d'une ligne. Donc on aura la 16 et la 19, chaque fois ainsi. Et donc on va arriver à 7 ici. 7 c'est le maximum. Donc on va dire qu'on est au butterfly toujours 1, au ASB toujours 1, qu'on est à 18. Donc 17 moins 7, ça fait 10. Et l'autre ce sera 18 plus 7, 25. 10 et 25. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi après on... Ah ouais, mais 32 c'est le nombre... Ouais, ok, ouais. Ok, ouais, c'est pour ça. Attendez, je pense que si je fais ça, 576 divisé en 18, on a 32. Ok, c'est ça en fait. On doit faire ça 32 fois. Pourquoi? Parce que il y a 18 fois 32 dans 576 tout simplement. C'est comme si on parcourait toutes les lignes, quoi. Enfin, on les parcourt pas toutes parce que le butterfly ne se fait pas sur toutes les lignes. Il se fait sur les lignes qui s'approchent entre les bandes de 18 lignes, quoi. Jusqu'à cette ligne au-dessus, cette ligne en dessous. Donc, ok. Bon, maintenant, tout ce qui nous reste à savoir, donc on sait c'est quoi ça. On sait c'est quoi ça. On comprend l'équation là. On sait toujours pas si on doit l'appliquer uniquement si le bloc type est différent de 2 ou faire attention si dans le mixed block flag égale true. Ça, on va essayer de comprendre. Parce que dans ce cas-là, on avait dit qu'on commence à 36. La fréquence, les frequency lines, comment? Allez, pour les short blocks. Ça veut dire que de 0 à 35, on est dans les longs blocs. Donc si on applique notre butterfly, on va à 18 et on remonte donc de 10 à 25. Donc les lignes là peuvent être traitées, quoi. Est-ce qu'on doit les faire ou pas? J'en sais rien. Je sais vraiment pas. Et théoriquement, on peut les faire hein, avec la formule. Ici, on doit s'arrêter à 1. En dessous de 2. En gros, on doit faire plus petit que 2. Donc ici, on aurait un test, encore, comme on a fait tantôt, avec mixed block flag égale true. Si oui, on doit s'arrêter à 2, sinon on s'arrête à 32. Parce qu'on doit le faire qu'une fois. Donc 1, et tant que c'est plus petit que 2, ok. Moi, je prendrais l'algorithme tel quel, et je ferais ça. Mais avec le mixed block flag, en faisant attention au mixed block flag. Mais vous voyez, les informations sont pas complètement claires. Il manque des informations. Bon, et les coefficients CS et CA peuvent être trouvés à la table B9. Ok, ça on va regarder. Est-ce qu'on en a besoin des coefficients? Donc, parce que ça faudra les mettre dans notre programme, dans un header, dans les tableaux. B9. Voilà, B9. CA et CS. CA et CS sont calculés comme ça. 1 racine de 1 plus CI au carré. CA, CI racine de 1 plus CI au carré. Ok, donc on a besoin de CI, CI on l'a ici. On a les 8 coefficients, enfin les 8 pour les 8 butterfly. Ok, donc en fait ce qu'il nous donne ici, nous donne pas le CA et le CS, nous donne un CI, et de là on peut calculer le CA et le CS. Bon, mais comme le CI il est constant, vous voyez, c'est toujours constant, c'est une valeur constante quoi. Et que ici, on dépend de la valeur constante au carré avec 1 plus racine et 1, donc 1 divisé sur ça, donc c'est toujours constant. Et CI,
sur racine de 1 plus ci au carré, c'est aussi constant. Une fois qu'on remplace ci par les valeurs, c'est des valeurs constantes ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est stocker ce tableau dans notre programme, dans la librairie, et calculer aussi de façon constante, en conste expression, ces deux tableaux-là. Ça, on peut faire. Donc, on va créer un nouveau fichier ici. On va l'appeler alias coefficient. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si je vais l'appeler ainsi. Butterfly coefficient. C'est pas alias, c'est plus aliasing réduction. Donc je vais plutôt l'appeler renommer Butterfly coefficient. Et ici, la façon que j'ai renommé, je sais pas si c'est vraiment bon. From, header, dans from, il y a tout. Scale factor. Header. Monter, scale factor, c'est l'information. Je sais même pas si je devais faire ça ou le laisser là-dedans. Bon, ça on regardera après, peut-être pour renommer, on verra. Voilà. Je vais juste faire ça. Voilà. Gardez plus ou moins la même façon de l'écrire. Et ici, c'est pas une initialité, c'est un float. Float const, il y en a 8. Et c'est Butterfly coefficient CI, je l'ai appelé, voilà. Donc on a moins 0.6 F. Voilà. Et donc de là, on peut calculer nos tableaux comment donc nos butterfly coefficients CS et CA. Je suis en train juste de réfléchir à un truc, c'est qu'ici, ce sont des tableaux, on va dire C. J'aurais pu mettre dans un std array pour faire un peu plus C++, comme ici, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Je regarde juste comment j'avais fait. Une order red map, ouais, ok, d'accord. Donc là, ça c'est bon. Scale factor bat. C'est des arrays, ouais. C'est des arrays. Et ici, je sais pas pourquoi j'ai pas fait des arrays. Je vais faire ça. Todo. Voir si remplacer ces arrays par std array ici et dans et partout ailleurs. Des petits détails ainsi, mais après ça n'a pas vraiment d'importance. Mais bon. Je me rappelle plus vraiment comment on fait ça en C++, donc avoir un tableau ici en gros. Qui est aussi float, hein, const butterfly coefficient CA par exemple.
CS. Voilà. Et l'initialiser directement, quoi, on va dire, en const expression. On peut faire une méthode, hein, c'est pas ça, on peut faire une méthode const expert pour les initialiser, mais après, il faudra appeler cette méthode forcément, sinon nos tableaux ne seront pas initialisés. Je sais plus, je vais toujours mettre todo à initialiser avec const expression. Je sais plus. Je me souviens plus comment on fait ça exactement. C'est pas grave, on va regarder après. Donc ici, on va donc après process. Donc après process stéréo. Oh, attendez, je vais faire ça ici, ça sera plus simple. Process stéréo. On viendra voir pour les formules, alias réduction. Ouais, je l'ai ici, voilà. Appli alias réduction. Bon, là, il faut le granule index et le canal index. Ok. Donc ça, from HPP. Attendez, ça on va quitter pour l'instant. Appli alias réduction. Avec un unsigned int granule index. Unsigned int canal index. Voilà. On va faire ça. Hop. Donc c'est en dessous de process stéréo. Voilà, c'est ici. Voilà. Bon. On va faire un peu comme le... Ici. Au début. On a current granule et on regarde dans le reorder auteur tan long block. Là c'est l'inverse. Donc si c'est égal à true, non. Et est égal à short windows. Et pour moi, current granule windows spécial block égal false. Donc si notre suite check flag égale false, déjà on passe à la suite. S'il est true et qu'on a un short windows et que le mixed block flag égale false, ça veut dire dans tous les cas on n'a que vraiment que des shorts, on doit rien faire, du coup donc on retourne. Sinon, dans tous les cas, on peut avoir des longs blocs. Pas tout le temps, mais on peut en avoir. Donc, encore ici un todo, je vais remettre un todo. Voir si mixed block pour la partie long bloc doit être traité ou non. Donc,
32, pardon. Off 18 fréquence line, pardon. Donc, ce band est plus petit que 32. Plus ce band, voilà. For une signal INT frequency line index est égal à... Ah non, c'est butterfly index est égal à 0. Donc butterfly index est plus petit que 8. Butterfly index plus plus. Ok. Et ici, c'est pas tout à fait bon, on avait vu. Hein. Current granule Windows spécial mixed block flag égale true. Je vais l'appeler ainsi, je sais pas. Je le retire de là parce que ça faisait un peu trop gros. En gros, c'est quoi? Il faut qu'on ait le current granule Windows switch flag égale true et le current granule Windows spécial block type égale block type short Windows 3 et le mixed block flag égale true. Dans ce cas-là, on n'a que 2 à faire. Enfin, on s'arrête à 2. Donc jusque 1, quoi. On fait de 1 et tant que c'est plus petit que 2. Sinon, on fait si c'est plus petit que 32. Ok. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue. XAR. Alors, XR18-SB. Ok. Je regarde en fait pour savoir si je peux réutiliser le même tableau ou si je dois faire une copie. Parce que ici, j'utilise ça. D'accord. En fait, cet index-là va être modifié. Et on le réutilise ici. D'accord? Donc ça ne va pas. Il faut créer un nouveau tableau. Enfin, on n'est pas obligé de créer un nouveau tableau, on peut juste récupérer la valeur. Get frequency line value to appli alias réduction. Auto, on va l'appeler frequency line up est égal à quelque chose. Auto frequency line down égale quelque chose. Et là, c'est quoi? Ben, ce sera le... Ah ouais, il faut récupérer ça aussi.
Ici, on peut pas faire la même chose parce que on fait un reordering et enfin, on pourra peut-être faire la même chose plus tard. Enfin, on verra, on verra. Pour l'instant, je vais pas faire ça comme ça. Je vais laisser ainsi. De toute façon, on doit modifier cette fonction. Donc, ça, je peux le mettre là, voilà. Donc, on a bien le granulé index, voilà, ok. Et alors ici, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement ça. Et c'est 18 fois SB. Donc, ce bond. Pardon, moins 1. Plus I qui est butterfly index. Voilà. Ok. Et l'autre, c'est 18 fois ce bond plus butterfly index, je pense. C'était juste ça. Ouais. On verra bien qu'on a les deux valeurs là à chaque fois. Plus 1, 18SB plus 1, 18SB moins 1, enfin 18SB plus 1, 18SB moins 1, ouais, moins 1, ok. Ok. Donc maintenant ici, appli butterfly. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, voilà. Donc ça égale et ça égale quelque chose. Et c'est quoi? Donc lui, avec le moins 1, le up, c'est quoi? Bah c'est le up. Donc le frequency line up fois le CS, donc le butterfly. Voilà, on va faire ça. C'est le CS, hein. Ouais, le CS de I, donc de butterfly index. Voilà. Ah, c'est moins XR. C'est la valeur basse fois CA. Donc, frequency line down fois butterfly coefficient CA, donc butterfly index. Voilà. D'accord. Ok. Et ici, c'est un peu différent. On peut tout recopier. C'est frequency line down fois CS plus frequency line up fois CA. Ok. Il y en a un, c'est moins, l'autre c'est plus. Il y en a un, il commence par le haut, puis il fait le bas. Haut, bas, et l'autre c'est bas, haut. Down, up. Et c'est CSCA, 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 CSCA. Toujours le même index, ok. Et c'est pour le haut. Et puis pour le bas. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que ça va faire. Je pense que là c'est bon. Il faut juste inclure donc le data butterfly coefficient. Chou. Voilà. Bon, il y a toujours un problème, c'est que les butterflies ne sont pas... les tableaux sont pas encore initialisés. Mais je regarde quand même. Une initialisée de... Get en série, ouais. Hop. Ah oui, oui. From data. C'est même pas data, c'est data. Data, ouais, je peux directement aller dessus. Voilà. Data
data, data, data. On va recompiler, mais bon, ici il va toujours me dire qu'il ne s'est pas initialisé. Warning pour le qui est en série byte et initialisé. Ok. Ok. L'alias réduction, donc il restait partie là qu'on ne sait pas si elle doit être traitée ou non, ça on verra. Hein. Je vais mettre juste un commentaire ici, tout doit avoir avec le dodo du dessus. Bon, on va s'occuper maintenant d'ici. Voilà. Je vais prendre ça. On va faire un petit test ici. Donc je vais prendre le tableau ici. Enfin, je vais écrire je vais faire ça ici. Unité const. Array 1. Je vais même pas faire un int, je vais faire un std array. int 10 par exemple. Const array 1 égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc on a un tableau, un std array constant donc de 10 valeurs, donc de 0 à 9, même que les index en gros, qui s'appelle array 1. On va créer un std array int toujours de 10 const array 2 et on va le mettre égal à array 1 au début. Ok. On va faire un for. On va faire un for each, donc un auto value dans array 2 et un std cout value. J'ai testé ça ainsi. Ça va pas aller, ce qu'il n'y a pas arrêt. Pardon. Inclus d'arrêt. Voilà, ça devrait fonctionner maintenant. Voilà. Donc on a notre array 2 constant qui vaut array 1. Donc il n'y a pas de souci. Et on affiche array 2 ligne par ligne. Enfin, valeur par valeur. Bon, le truc donc, c'est de arriver à transformer, à avoir ce tableau-là qui est une transformation de ce tableau-là. Donc moi, ce que je pensais faire, c'est un const expression, une fonction, donc qui retourne un std array dnt,10, je sais pas, mon func 1, on va l'appeler, qui prend un std array int,10 const et je vais l'appeler value, on changera après. Et on retourne value au début. On ne le modifie pas. Et maintenant je fais func 1 et je passe array 1. Voilà. Logiquement, ça devrait toujours aller. Parfait. Donc ça marche. Maintenant après, il suffit de... on va tester deux choses. On va essayer de le rendre le plus constant possible entre guillemets, donc je vais faire plutôt ça, const expression. Je pense que le const est redondant quand on fait ça. Je vais quand même le laisser juste ici dans la ligne du dessous pour voir. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui. Mais c'était forcément implicitement constant. En fait, la différence, pour ceux qui ne savent pas, entre const et const expression, donc quand on écrit ça, qu'est-ce qu'on fait? On déclare et on définit ici, parce que j'ai défini aussi, un tableau, donc de un std array int10 constant, donc ça veut dire que cette variable-là
C'est une variable, mais elle est constante, donc on peut pas la modifier. Je pourrais pas faire arrêt de 1, arrêt 1 de 0 par exemple, égale 2. Je peux pas modifier une de ces valeurs. Voilà. Read only, c'est constant. Ok. Donc voilà. Maintenant, const expression. C'est constant obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus, pardon, c'est on va donner la possibilité au compilateur, au compileur, d'utiliser ce tableau. Il pourra l'utiliser pour faire certaines choses. Par exemple, je vais vous montrer. Imaginons qu'ici, je veux recréer un arrêt, par exemple. Ok. Toujours d'INT. Mais la taille, je vais dire par exemple, ma taille, elle est contenue dans arrêt 1 à l'index 4. Donc l'index 4, ça fait 4. Donc je devrais avoir un tableau de 4 ici. Donc je vais, par exemple, je vais faire arrêt, je vais l'appeler temp. Et je vais faire un std cout temp.size. De toute façon, ça ne compilera même pas si c'est pas bon. Et alors ici, donc je vais mettre arrêt 1 de, je sais pas moi, de 4, on avait dit, hein, voilà. Et ben là ça va fonctionner. Pourquoi ça va fonctionner? Parce qu'ici il faut une valeur connue à la compilation, puisque c'est un type qui définit la compilation. Donc cette valeur là doit définir la compilation. Et là, le fait de mettre le arrêt 1 en const expression, ben, c'est définir la compilation. Le compileur connaît ce arrêt-là et donc sa valeur. Et donc ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne et on a bien size égale 4. Par contre, si je retire le const expression et que je mets juste un const ici, ça ne marchera pas. Parce que c'est un tableau qui est toujours constant, mais il n'est pas connu à la compilation. Voilà. Ce n'est pas une expression constante. Donc, quand on sait, il vaut mieux mettre const expression à la place de constante, de const. Enfin, pas tout le temps, mais bon. Ici, c'est intéressant. En plus, parce qu'on pourra pas dire, ah, il y a des calculs que je peux faire à la compilation pour éviter de les calculer à l'initialisation ou dans une boucle ou quoi. Donc c'est mieux de mettre const expression. Et alors le truc c'est que const expression, elle est utilisée aussi bien au compile time qu'au runtime. Donc ça veut dire que si par exemple on écrit const expression et on écrit par exemple quelque chose qui ne peut pas être calculé au compile time, c'est pas grave. Et pourra toujours être utilisé au runtime, mais pourra pas être utilisé au compile time. Donc ça c'est valable en général quand on écrit des fonctions templates qui dépendent de certaines choses, qui des fois sont connues au compile time, des fois non. Donc voilà. On va pas s'attarder plus là-dessus. Je vais mettre const expression ici, const expression là, const expression ici. Voilà. Et du coup, je peux faire ça. Donc un arrêt 1, mais je peux aussi faire arrêt 2, forcément, c'est la même chose. Après, comme ça, c'est la même chose, ben, ça renvoie 4 aussi, ok? On va laisser ainsi pour voir. Donc là, on sait qu'on peut l'utiliser au compile time. Compile time, ça veut dire que le compileur peut manipuler ces valeurs-là. Ces variables, tout ça, quoi. Donc ici, maintenant, ce que je peux faire, c'est un std array int 10. Après, on va la rendre plus générique, cette fonction. On va l'appeler output. Voilà. Et ici, on va l'appeler input. Voilà. Convert array, peut-être, je sais pas. Modifie. Je sais pas comment l'appeler, mais bon, soit. Et donc ici, on retourne output. Et ici, on fait un for
Niet int. Normalement c'est plus un std size t si on veut être précis. Index égale 0. Donc index est plus petit. On peut mettre soit 10, soit on peut mettre input.size. On verra c'est quoi le mieux quand on la rendra générique. Et ici qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met output de index égale input de index. Pour l'instant là ça change rien. Est-ce que ça fonctionne toujours? Non. Initialiser de variable output une const expression. Ah oui, il faut l'initialiser. Apparemment dans une expression constante, je pense que toutes les variables doivent être initialisées par défaut. On fait juste ça. Ok, ça ne fonctionne toujours pas. Il fonctionne quand c'est arrêt, modifier arrêt, body ou const expression, note retourne statement. Pourquoi il me dit ça? Body of const expression fonction const expression c'est arrêt mauvais. Note retourne statement 24. Il y a un retourne, je comprends pas. C'était arrêt int10, c'était arrêt int10. Là je vois pas. Juste regarder un coup. Ah là ça marche. Bon, il faut savoir que les const expressions, ça arrivait relativement récemment dans le C++, donc c'est pour ça qu'on a des versions du C++ qui ne sont pas encore compatibles avec certaines expressions. Puis en fait, plus on avance dans le C++, donc on passe du... Avant, il y avait le C++ 11, avant, il y avait le C++ 03, je pense, ou 02, je sais plus. Enfin, soit. Donc 2003, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, on a vu après 2027. Évidemment, celui-là n'est pas encore sorti. Mais plus on avance dans les nouvelles versions, et plus on peut mettre de choses dans les expressions constantes. Au début, c'était vraiment limité, et plus on avance, plus on peut faire de choses. Là, apparemment, quand on veut écrire ça, cette expression-là, il faut être au moins C++ 17. Bon, bah, ça nous pose pas trop de problèmes, on va dire. Évidemment, c'est toujours mieux d'écrire du code qui est le compatible le plus possible, mais bon, à un moment donné... il y a toujours moyen de faire, hein, je pense, même avec les anciennes versions, mais il faut passer par des templates, des fonctions templates ou des classes templates ou des trucs ainsi. Ça alourdit le code pour rien, quoi, alors que on peut l'écrire tout simplement ainsi. En C++ 17, je pense que ça va, on n'est pas encore trop exigeant. Bon. Donc là, ça marche. Donc tout ce qu'on a fait, c'est à la place de définir output égale input, on le fait mais via une boucle. Ainsi maintenant on peut faire par exemple plus 1 ici, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura size égale 5 puisque on augmente toutes les valeurs ici de 1. Et on fait bien de 1 à 10 à la place de 0 à 9. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Bon. Pourquoi on fait tout ça? Ben, justement pour pouvoir... on va revenir à notre... Voilà. Notre tableau ici. Donc on a stocké ceci. Et on va calculer cela qui dépend de ça. Donc c'est pour ça qu'on va créer une fonction const expression qui va nous définir nos nouveaux tableaux. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la réécrire un peu pour qu'elle soit un peu plus propre. Par exemple, on peut dire que c'est une template, la fonction là. Template, type name, t value et int n. Ouais, je vais l'appeler size. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a t value, ici size, value, size,
t value size. Donc ici on peut utiliser input size ou juste size ici. Alors normalement ça va toujours fonctionner. Ah non. Ça ne fonctionne pas, pourquoi? Normalement il peut déduire le type. On lui passe un array 1 qui est array int10, donc il reçoit ça et il peut déduire donc le t-value et le size. Donc je vois pas où est le problème. Candidat, ouais, modifie. Mismatch type int et long une signette int. Je vais regarder un truc. Ah, ok. Donc en gros, ce paramètre-là dans array, ce n'est pas un int, c'était un long une signette int. C'est pour ça que ça n'allait pas. Si je mets juste ça, ça va ou pas? Non, ça va pas non plus. Ce que je peux peut-être faire, c'est ça. Type name t size et t size. Voilà, là ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a fait en gros? Le compiler il est quand même assez intelligent, donc il voit size. On lui a dit qu'on récupérait ces paramètres là. Mais c'est un type t-size et le type t-size on le connaît pas, donc on le passe aussi en template parameter. Donc dans t-size on aura long une signette et puis on a long une signette size. Si maintenant on passe à autre chose, ben, ou si stdarray à un moment donné change son interface et change le type là pour autre chose, ben ça, notre fonction fonctionnera toujours. Tandis que si on avait mis long une signette ici, on l'aurait hardcodé ici, ça aurait pas fonctionné si stdarray à un moment donné il change son type ici. Donc là on est assez générique on va dire. Donc voilà. Maintenant l'autre chose que je veux faire c'est que on pourrait créer deux fonctions. Donc celle-ci et on la recopie en dessous et on change. Pourquoi? Parce qu'on a deux types de calculs différents. Ici j'ai mis plus 1 mais en fait je devrais faire 1 sur racine de 1 plus ça au carré, donc ça fois ça. Vous voyez, et l'autre c'est autre chose encore. Pour éviter de recopier bêtement ça, ce qu'on peut faire, c'est faire ceci. Type name t fonction et lui passer une fonction en plus. Je la passe en comment ça s'appelle encore ça? C'est pas une R-value, hein, c'est une allez. Allez. Quand on passe ici, ceci avec un type connu ici, c'est une R-value. Quand on met qu'un seul, c'est un L-value. Mais là, ça dépend d'un type. Et donc ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle ces références. C'est forward référence, je pense. Je sais plus. Il n'y en a aucun qui va dire comment ça s'appelle. Perfect forwarding, ouais. Voilà. Les L-values, les PR-values, les X-values, GLR. Je ne sais plus. Il y avait un petit tableau ainsi qui montrait... Ouais, soit en tout cas c'est un perfect forwarding, c'est une...
Je sais plus comment ça s'appelle, soit. Forward référence, je pense, je sais plus. Soit. Je fais ça parce que ainsi, je peux passer une fonction, un objet, un functor, ça s'appelle un objet qui se comporte comme une fonction, une lambda, enfin voilà, je peux faire ce que je veux. Donc on va l'appeler ainsi. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va faire fonction. Et voilà. Et alors ici, on va avoir... on va la créer aussi en template. Type name, t-value. T-value. T-value, je sais pas, maudit. Func 1, je vais l'appeler. T-value. Normalement, je vais le passer par valeur, mais vu que je sais pas tellement ce qu'est le type, je peux passer par valeur. En fait, il faudrait utiliser une... allez. Un trait, voilà. Et les traits, les policies, les mixins, tout ça, mais je voudrais utiliser un trait sur le type pour savoir est-ce que le type est un type général, enfin... un type, un simple type quoi en gros, et si oui, bah alors je le passe par valeur, sinon je le passe par référence constante. Bon, on va pas commencer à compliquer le code ainsi, mais voilà. Et là je retourne value plus 1 par exemple. On va en créer une deuxième ici de fonction. Qui fera, merde. Voilà. Qui fera notre un autre type de traitement. On va juste mettre plus 2 par exemple. Hein. On va se casser la tête. Hop, c'est juste pour tester. Et donc ici, je dois lui passer une fonction avant, et donc je vais lui passer func1. Je dois lui mettre le type, je vais mettre int. Alors. T fonction, je passe une fonction, j'appelle la fonction, et la fonction c'est ça. C'est un int, ouais, je vois pas où le problème. Une const expression. Ah oui, pardon. Ce n'est pas une expression constante. Donc je vais mettre const expression. Const expression. Voilà. Ok. Ça refonctionne. Donc là on a 5 parce qu'on a fait plus 1. Si je lui passe func2 maintenant, il va me faire un plus 2. Donc j'aurai 6 logiquement. Voilà, 6. Et on fait bien 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant on peut peut-être améliorer ça encore un tout petit peu. C'est qu'ici on lui passe un entier. Parce que on va lui passer ici un arrêt d'entier. Et donc la fonction doit jouer sur des entiers. Mais je préfère ne rien lui donner. Et que ce soit lui qui déduise quel type. Donc autrement dit, notre t-fonction, elle serait de type template. Ce serait un template parameter. Je pense qu'il faut mettre classe du coup. On peut pas mettre type name comme ça template parameter. Et donc je pense pas qu'on peut faire ça du coup. Évalue. Je pense pas qu'on pourra faire ça. Ouais. Oui, hein, on est obligé de le mettre ici. Sauf que si je le mets là, ça va pas. Ah, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que alors du coup je lui passer le... Ouais. Moi je voulais pas lui passer le type. Et même en faisant ça, ça marche pas. Où est-ce qu'on est censé lui passer? Ouais. Je pense que pour faire ça, pour écrire quelque chose comme ça, il faut passer pas par des fonctions mais par des objets, par des classes.
les utiliser comme des foncteurs. C'est un fonction objet, comme vous voyez. C'est des classes qui agissent comme des fonctions. Et alors on utilise en général l'opérateur là, voilà, l'opérateur comme ça. Ainsi quand on met le nom de l'objet ou de la classe avec la parenthèse à côté, ça fait comme ça on appelle une fonction. Mais en fait ça appelle l'opérateur de la classe. Par contre, ouais, faudrait faire ça du coup. Mais moi je voulais rester générique pour pouvoir passer une fonction, un foncteur, une lambda. Je voulais rester générique là-dessus. Et en faisant ça, je suis pas générique. Et template lambda, ça existe. Avec auto peut-être. Avec auto, oui. Ah non, c'est des concepts. Peut-être polymorphique. Syntaxe, c'est... Ouais, donc avec auto, c'est ça. On va essayer juste un truc pour voir. Si à la place de faire ça, je fais ceci. Voilà. Donc pas de capture. Auto value. Retourne value plus 1. Est-ce que ça fonctionne? Non. J'ai utilisé ça. Ah ouais. Ah, là ça marche. Là ça marche. Donc ainsi ça fonctionne. On lui passe une lambda. On lui passe une lambda polymorphique en gros, donc elle peut prendre n'importe quelle valeur ici, quel type. Et du coup, quand on va l'appeler ici, on va lui passer cette valeur là qui est de type t-value parce que c'est un std-array de t-value. Et donc on va appeler la lambda avec un int donc, parce que c'est un std-array int. Et donc on aura int value, on fait plus 1 et voilà. Et si ça fonctionne. En faisant un functor, une classe qui va se comporter comme une fonction, ça devrait fonctionner aussi, je pense. Il n'y a que ceci qui ne fonctionnera pas. Je pense. Enfin, ça fonctionnera, mais il faudra lui passer le type nous-mêmes. En faisant ça. Tout simplement. Malheureusement, on peut pas... Je pense pas qu'on... Enfin, peut-être qu'il y a une façon de l'écrire, mais ainsi, je ne vois pas. Comment on pourrait écrire ceci sans mettre le int devant. Parce qu'en fait, on doit lui passer une fonction. Et la fonction n'existe pas sans son type ici. Ce n'est qu'un template de fonction. Enfin, normalement, on sait le faire avec les classes, donc je sais pas. Soit. Enfin, en tout cas, on va pas se casser la tête avec ça. C'est vraiment pas le but du projet. De commencer à s'intéresser à toutes les subtilités du C++. On va utiliser ce code, hein, tout simplement, et on va utiliser soit une lambda, soit on va écrire un 6, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. La lambda, je trouve ça pas mal. Donc ça, on peut le mettre dans un helper à la limite. Bon, le truc, c'est qu'on utilise un std-array. Si maintenant on aurait voulu utiliser un vecteur à la place,
On peut juste mettre un type name t-array et remplacer tout ça par t-array. Attendez. Je vais juste essayer pour voir. Et modifier array 2. Et là, ici, on va mettre type name t-array. Par exemple. Ici, ce serait donc du coup un t-array. T-array. Ici, pareil. Hop. Ça fonctionne. Et avec la lambda aussi, du coup, j'imagine ça va rien changer. Voilà. Celle-là, elle est encore un peu plus générique que celle-là, puisqu'on pourrait peut-être passer un vector à la place, on veut passer ce qu'on veut, un conteneur, qu'en gros. Juste, il faut qu'il ait la méthode size. C'est juste ça. Ou sinon, voilà. D'ailleurs, je me demande s'il y a... Ah oui, dans les algorithmes, c'est plus algorithme. Il doit avoir ça. Est-ce qu'elles sont const expression? Ça, j'en sais rien. For each. Ah, puis fonction to arrange of element. Et c'est une const expression. Donc tout ce qu'on a fait là, bah... Vous voyez, classe unary func et input. First, last, for each, unary fonction, first, last. Ouais, donc ça c'est les itérateurs. Il n'y a pas for all, un truc ainsi, transform. C'est pour pas devoir s'amuser à mettre l'itérateur. Bon, en tout cas, ça marche quoi. On peut lui passer une lambda aussi. Ah ouais, et ici, le problème c'est que ça. Le for each, ça le fait sur l'input. Donc on transforme le tableau qu'on passe. L'entrée, on la transforme. On crée pas un nouveau tableau. Là, le transform, je pense qu'on crée un nouveau tableau. Tout uppercase. On va regarder transform. Et aussi begin. Ouais, begin. In place. On peut le faire in place. Donc on peut transformer le tableau de départ. Là, il lui passe un itérateur constant de début de fin, mais il lui repasse un itérateur normal de début. Et il lui passe la fonction. En fait, ce qu'on a fait là, ça sert peut-être à rien, puisqu'on peut simplement utiliser les fonctions algorithmes. Mais voilà, on a vu un peu comment ça fonctionnait. On va vite le faire avec un algorithme ici. Vu qu'ils sont const expression, on peut... Ce qu'on va faire aussi, hein, je pense qu'on va faire ça, on va remplacer le stdarray, enfin les tableaux par des stdarray. Et on va retirer const, on va mettre des const expression. Donc const expression, stdarray, float, width. Forcément, il est const par défaut. On va remettre ça ici aussi. Voilà. Peut-être mettre...
truc, c'est que je sais pas si en utilisant les algorithmes, vu qu'on doit passer des itérateurs, si les itérateurs sont déjà bons ici dans l'initialisation. J'imagine que oui, parce qu'il a déjà créé le... Je sais pas. Je suis pas certain. On va voir. Hein. Donc c'était transform. Dans algorithme, on l'a mis. On fait quoi? Input, output. En sens C++20 qui déconne cette expression en plus. Ah, ok, d'accord. Ouais. Vous savez quoi? Hop, je vais prendre celle-là et c'est bon. Je vais pas faire avec l'algorithme. Voilà. Je vais mettre ça dans un helper. Alors les templates doivent toujours être mis dans un header, pas dans un fichier CPP. Moi ce que je faisais pour pas polluer les helpers avec du code, c'est que je crée un fichier comment le nom helper underscore s pour dire source.hpp et c'est lui qui contenait le code. Et je l'inclus ici en fait. Je regarderai après pour le faire. Bon, ici, comment on peut l'appeler on va pas l'appeler array, on va l'appeler conteneur. On va l'appeler transform conteneur. Et on va faire ça. On va d'abord passer la... Voilà. On va d'abord passer l'objet, enfin le conteneur, puis seulement la fonction. Ça change pas grand chose, mais bon, si c'est plus propre, je trouve. Todo mettre dans un s.hpp le code. Voilà. Donc si notre helper ici, on doit lui inclure, du coup, include helper.hpp. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Helper transforme conteneur. On lui passe lui. Et on lui passe une lambda. Voilà. Alors, auto value retourne quelque chose. Ça on enlève. Qu'est-ce que c'est? C'est voilà, c'est ça. On est sur le CS. CS, c'est ça. Bon, j'espère que les square roots peuvent être const expression, sinon ça va pas aller. CS, donc pardon, c'est 1 sur donc on doit inclure math, ça passe. Ah ouais, on est dans data. On est dans data, on doit sortir par... Oui, on doit encore sortir. Voilà. On doit inclure aussi math. On va le mettre ici d'abord. Include c'est math. Et donc c'est std
SQRT. Voilà. SQRT de quoi? De 1 plus. On va faire value fois value. Voilà. Et donc ici, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est CA et CA, c'est ça. On va d'abord passer ici CI, value, et le reste c'est le même, apparemment. D'accord. Je pense que c'est ça. On va compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Merde. No matching function call for call to transform container const. Ah mais oh là 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 là, je suis bête. Je suis bête. Voilà. Désolé. Hop. Ça marche. Ça marche. Ouais, j'avais transformé en std-array, j'avais oublié de retirer le tableau normal, quoi. Pourquoi il me met ça? Ah bon, c'est pas grave, ça marche, c'est juste en série d'attaques qui me dit qu'il y a toujours le même problème. Donc du coup, ce qu'on va faire en vitesse, c'est qu'on va remplacer tous les C-arrays par des std-arrays. Ça change pas vraiment pas grand chose qu'on fait, mais bon, ainsi on reste vraiment le plus C++ possible, quoi. On va dire ça comme ça. Même si les tableaux C, c'est valide en C++, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, c'est un peu plus propre, ainsi on va dire. Notre alias réduction, il est complet normalement, à part toujours le problème de savoir pour les shorts avec le mixed block flag. Bon. Ah, ici, j'ai pas regardé ce qu'il disait sur le document là. Ouais, ils disent pas grand chose. Ils disent ce que ça fait, mais ils disent pas quand il faut l'appliquer.